Oui, donc bonjour. Voilà l'équipe de l'Université de Vigo pour le programme Système juridique pour la traduction, l'évolution de métier, traduire, interpréter dans la diversité. Donc moi c'est Susana Cruces Colado, je suis prof de l'Université de Vigo, j'enseigne la traduction juridique économique français-espagnol. Chacune de mes collègues va se présenter. Moi, je suis Yolanda Galanes et j'appartiens aussi à l'Université de Vigo. À ce moment, je donne cours de terminologie. Voilà. I am Rebecca Cristina Lopez Gonzalez, and I'm teaching at the moment legal translation from Spanish into English and Spanish, Galician into English and into Galician, and I'm also teaching at the moment economic translation. So, in today's presentation, we are going to try to complete the questions we were required to answer for this presentation, discussing which is the Spanish situation when it comes to translation and interpreting studies in our country. And also, we would like to discuss several topics related to this field, to this aspect. And we would also like to discuss also the labor market situation as current as possible. So, one of our first questions is où sont formés les traducteurs et interprètes dans vos pays? À quel niveau licence ou master? And regarding this, we believe that it's important to discuss the history of translation studies in Spain. And in order to do so, we need to go back to the 1970s, when the first institutes of languages addressing translation and the study of languages were created in our country. So several schools were created. The first one was created in the Barcelona's Autonomous University. The second one was created in 1979 and named the Language Institute of the University of Granada. And then the next one, all of these, of course, passed and approved thanks to royal decrees. The next one, which was born in our country, was born in 1988, and placed at Las Palmas de Gran Canaria. And then finally, towards the beginning of the 1990s, the system changed. It was we could no longer talk about linguistic or language institutes, but university degrees. So then, from this moment onwards, a syllabus was passed, official syllabus, and after that, thanks to the European higher education area, from 2007, degree, master's, and PhD courses took place within this field. As an example of which is the current situation in Spain, we can talk about 38 translation and interpreting degrees, which take all of them 4 years are required in order to obtain these degrees, and in total 240 credits. 11 out of these 38 translation and interpreting degrees, 11 are all private degrees, and there are in total 44 masters taking place, which last 1 year and in total 60 credits, and 9 PhD courses. To describe the diversity of the different master's degrees offered in our country, we must say that there is a huge variety and diversity when it comes to the topics discussed in these master programs, and also even language combinations. So, for example, there's emphasis on the study of, for example, specialized translation, multimedia, other matters such as, for example, technical translation, medical translation, legal translation. So they're masters specializing students, postgraduates within all of these fields. And when it comes to language combinations, we do also find this variety. So it's English into Spanish, French into Spanish, and other languages as well involved. Donc, je vais continuer pour expliquer quelles sont les institutions avec lesquelles, dans notre pays, et plus spécialement notre université, est en concurrence. Quelle est notre position par rapport aux autres et quels en sont nos atouts. Donc, d'abord, la concurrence en Espagne, c'est les universités publiques versus les universités privées
Rebecca vient de vous expliquer, on a en tout 11 universités qui offrent le degré de traduction, la licence. Les frais d'inscription sont très importants, donc disons ce n'est pas une concurrence économique vraiment. Et après, notre université par rapport versus les autres facultés, les autres universités, c'est ces universités les premières qui ont créé les études de traduction, qui ont une longue expérience, qui ont davantage de langues étrangères, puisque ça coïncide avec des universités qui existent même depuis des siècles. Donc voilà, disons, c'est plus large la formation, l'offre en langue étrangère. Pour nous qui sommes une université assez récente qui a été fondée, créée légalement, avant c'était associé à l'université de Saint-Jean-de-Compostelle, c'est il y a 25 ans, disons, on n'a pas une très longue tradition. Et quels sont les atouts de l'université de Vigo, plus concrètement? C'est la seule université de notre région, c'est une communauté autonome, c'est la Galice, qui traduit non seulement vers l'espagnol, avec l'espagnol, mais aussi avec le galicien, qui est la langue officielle, co-officielle avec l'espagnol. Cette traduction vers des langues co-officielles, ça se fait aussi dans des régions qui ont des langues officielles, telles que la Catalogne ou le Pays Basque. Un grand atout de l'université de Vigo pour le degree, pour la licence de traduction, c'est qu'on offre 6 matières d'interprétation consécutives, simultanées, de liaison obligatoire, tous les 3, mais en matière optionnelle, en option, on a simultané et consécutive avancée et très important, ça c'est de la première langue étrangère tout juste, mais très important, on offre une matière en option de l'interprétation de la deuxième langue étrangère. Et notre atout très important par rapport à d'autres universités du système universitaire espagnol, c'est qu'en dernière année, on offre en matière optionnelle, il y a un stage pré-professionnel. Ce n'est pas obligatoire, c'est obligatoire pour les masters, ce n'est pas obligatoire pour les licences. Donc voilà, c'est l'une des peu d'universités qui offre ce stage en matière optionnelle. Je laisse la parole à mes collègues. Bon, une autre question que nous avons posée, c'est comment vous adaptez vos cursus aux demandes du marché du travail. Et à ce moment, il faut penser s'il faut faire une université seulement orientée vers le marché du travail ou s'il y a l'idée de faire une formation généraliste. Et il faut avoir en compte, de tenir compte de beaucoup de circonstances. Alors, à ce qui fait sur les compétences et sur le framework MIT compétences, c'est Rebecca qui va nous parler sur ça. When it comes to discussing what's the most important contents that our students, or which are those elements which are required in order to be competitive in the labor market, it's very important to talk about competences. So in order to do so, what is a competence? So the European Master of Translation has described in 2017, has offered the definition of several concepts, such as, for example, skill, learning, outcome, competence, and also knowledge. But when it comes to competence, which is the area we would like to discuss right now, and we would like to talk about right now, we must say that competence means the proven ability to use knowledge, skills, and personal, social, and methodological abilities in order to, within working situations and contexts, or within studying situations, and in professional and personal development. So when we discuss the matter of competences, it's not just a list of those requirements which are established by the labor market, for example. It has a lot to do within education and didactics. Thanks to the Royal Decree from 2010, according to this Royal Decree 861/2010 from July the 2nd, there are 5 basic competences which must be acquired by students. The first one, to acquire and understand concepts in order to apply these to new studies. Also, secondly, undergraduates must use knowledge at work.
The third competence is the importance of gathering and interpreting relevant information in order to discuss topics on their field of interest. Fourth place, we need to, as a competence, it's important to be able to transmit information and ideas in order to solve problems and offer solutions. And finally, within taking into account these five basic competences, undergraduates should be able to develop learning skills in order to keep on learning individually. It's also very important to mention within our field the white paper on translation studies, which was published in 2004. So in this white paper, 11 competences were described. The DGT and the European Commission in 2007 have also created a group of experts in order to decide as well which are the most important competences, or some of them. And basically speaking, the main objective of these competences is firstly students are meant to acquire competences to be successful in the European labor market, and also acquire multimedia and multicultural competences. Finally, what does this mean? This means that, first of all, undergraduates, throughout their learning process, are supposed to produce some kind of document. They have to offer their translation services in order to produce texts or interpreting services. Then they must acquire linguistic competences, obviously, of course. Intercultural competences are also important and have been included within this list. Undergraduates should also be able to develop research and documentary skills in order to carry out their own professions and do their jobs properly. Theme competences are also required, as well as technological competences. So, when it comes to discussing competences, I would like to just briefly mention the study of Cifuentes from 2017, who decided to find out which are the 10 most important competences for professors, graduate students, and also employers. So when it comes to graduated students, most of them they're worried about the language acquisition. They are worried about the use of certain tools to aid translation. And they're worried about specifically the translation of specialized texts. So this is the field we are working in right now at this moment. Then professors tend to worry about other matters, such as, for example, to be able to communicate using a foreign language within any type of field. Professors also worry about ethics and intellectual integrity. Professors need and think that out of these 10 competences, for example, students, undergraduates need to acquire the necessary skills to carry out documentary and information research tasks. And within these 10 most important competences, also, professors believe that students must acquire the capacity to be critical and analytical and dialogue and debate. These, as I said before, is just a brief summary of these 10 different competences that are most important according to professors. When it comes to the labor market, employers have a different perspective. So they're requiring sometimes other competences in order to hire their translators and interpreters. So, for example, employers would like their candidates to be able to work with specialized documents, be able to translate these documents. They also would like these candidates to be able to develop teamwork and leadership. Employers also worry about the capacity of candidates in order to solve, if they're capable of solving problems and making the right decisions at every single point. And they also consider and give great importance to their candidates' capacity to deal with documents, do research in order to complete the translations and find those documents necessary in order to carry out the translations and interpreting services that candidates should be offering to their employers. As a summary out of all of these different competences that professors, graduate students, and employers are considering the most important,
I must say that I would like to underline that some of these competences have been shared by different groups or by each of these different groups. Bottom line, for example, graduate students and professors give lots of importance to the acquisition of language and also to the capacity of individuals to work, to perform, but as individuals. Graduated students and employers, they share certain competences, such as, for example, to be able to proficiently use a mother tongue at a professional level. And also as well, consider as a very important competence, the capacity to translate specialized documents, specialized texts. To end, professors and employers share just 2 more competences out of this study. As I said before, I'm quoting here Cifuentes' study from 2017. But it's very interesting to see how professors and employers, we consider as an important competences the capacity to carry out documentary and information research tasks, and also, quite interestingly, to consider ethics and intellectual integrity as essential values in order to develop the translation and interpreting profession. Thank you. À ce moment-là, on connaît déjà quelles sont les compétences exigées pour le marché, mais aussi pour les étudiants et les profs. Et alors, nous sommes dans un moment de réflexion en Espagne sur les études de traduction. Et ma collègue Rebecca, elle a parlé du livre blanc de la traduction. C'est une association des centres d'études en traduction et interprétation qui, en 2004, a élaboré une guide pour c'est la base pour préparer les programmes d'études des facultés d'études de l'Espagne. Alors, 2004 à aujourd'hui, nous sommes en 2021 et à Vigo, nous sommes en train de penser dans un autre diplôme. Et pour ça, au-delà de connaître les compétences, c'est important, il faut savoir comment traduire et comment organiser un programme, les contenus pour réussir dans la formation de ces compétences. Alors, on a révisé toutes les matières transversales, au-delà de la langue et aussi de la traduction et de l'interprétation, c'est évident. Et nous voulions savoir quelles étaient les matières, les disciplines qui sont à côté et qui sont nécessaires pour acquérir les compétences. Alors, on a fait une étude pour voir quelles étaient les matières transversales. Et on trouve qu'en Espagne, dans les cours de traduction et d'interprétation, on va étudier aussi la culture, la linguistique, les recherches documentaires, la terminologie et la technologie. Et peut-être d'autres universités, ce n'est pas généralisé, mais on peut trouver aussi de la révision éditoriale, des questions déontologiques, etc., des relations internationales, etc. Mais alors, pour avancer un peu, on a demandé aussi à nos étudiants qui ont fait déjà son stage en pratique, c'est-à-dire ce sont des stagiaires qui ont mis en face sa formation et les compétences dans le marché pré-professionnel. Alors, ils nous ont indiqué que c'est nécessaire élargir un peu la formation dans la technologie, c'est-à-dire incorporer la mémoire de traduction, localisation, remote interpreting, les bases de données et dans la terminologie. Travailler aussi la révision dans les langues étrangères, pas seulement dans les langues maternelles, et aussi dans les langues étrangères, et travailler plus en terminologie spécialisée, et aussi travailler aussi avec des questions techniques, c'est-à-dire fiscalité, comptabilité, c'est-à-dire des questions professionnelles, marketing, coworking, droit d'auteur, etc. Et on a aussi consulté je dis, nous sommes dans un moment de réflexion et on a travaillé aussi avec un texte d'Amparo Hurtado, c'est une prof
spécialiste il y a un grand groupe de recherche sur la didactique de la traduction. Et dans cette étude, on nous indique que le marché du travail, c'est important. C'est vrai, c'est une question vraiment remarquable au moment de faire la programmation ou de penser dans un diplôme, mais il faut aussi répondre à d'autres questions. Il faut penser dans un cours au niveau international pour favoriser la mobilité académique, mais aussi professionnelle dans le futur. Il faut aussi s'adapter au niveau modèle pédagogique. Encore pour la nouvelle technologie était aussi une matière qui était là et qu'il fallait faire attention. Mais aussi, il fallait s'adapter aux conditionnements des sociétés actuelles. Et on passe à la dernière. Donc voilà, troisième question, c'est quelles sont les tendances dans la branche professionnelle? Quelles sont les combinaisons des langues les plus fréquentes? Quelles sont les compétences technologiques? Donc ma collègue va vous expliquer, va vous montrer très rapidement, c'est en espagnol, certains profils, certaines offres de travail. Bien sûr, il faut dire, bien sûr, la première langue la plus demandée en Espagne, c'est plus de 50% en fait des traductions, c'est de l'anglais vers l'espagnol, mais c'est aussi à l'inverse. Deuxième, ce serait le français. Troisième, le portugais, puisqu'on a des très bonnes relations, le Portugal, c'est dans la péninsule ibérique. Et il y a tout le marché en Amérique latine, il y a aussi le Brésil. Donc c'est, disons, les trois plus grandes. Je laisse la parole à ma collègue. Merci. So, when it comes to the professional career, there are three possible pathways for graduated students. So the first one is to become a self-employed worker. So this means that these graduated students would have to follow the Institute of the Self-Employed Workers in order to fulfill the requirements to begin their professional careers as translators and interpreters. This requires, of course, a membership at the Spanish Social Security system, and depending on the amount of work of these new self-employed workers as translators and interpreters, depending on their production, they will probably have to pay specific taxes, as for example the Spanish business activities tax. These translators will belong to the group under number 774. Now, besides being a self-employed worker in Spain, there's also a possibility of being employed as a translator or interpreter or both. This means that companies are going to be choosing the profile of the translators that they need. They're going to be doing this based on sometimes the degrees which have been achieved, or the possible education, but not always. And I will show you some examples, and I will discuss, some examples right now. The third pathway is the public administration, work as a public administration legal translator. My colleague Yolanda will just briefly mention that, but Comment fonctionne pour l'administration, c'est ça? no, Bon. just this part. Ah bon. En français. Pas de problème. L'administration en Espagne recrute du personnel pour des tâches de traduction et d'interprétation. Les profils de cette administration et des besoins sont tout à fait différents. Alors, on parlera après, mais c'est une exigence commune et c'est une formation supérieure. Et la méthode de recrutement, peut-être un examen, peut-être un concours, c'est vraiment varié. Thank you. Okay, so going back to those examples of how the labor market can demand specific translators or interpreters, and which are these demands? What is the labor market actually requiring? So I've got a few examples here that I would like to share with you. So one of them I've been searching in certain job offering platforms, such as, for example, InfoJobs, which works in Spain, and also InfoEmpleo, both platforms where jobs are offered to different sorts of professionals. And I've been able to find a couple of offers, recent offers.
as, for example, this one, which is taking place in Alicante. Now, it was published on the 22nd of June, and there were already 63 people interested in this job offer. The salary was not included as, I would say, the amount to be made or to be, the amount of money to make or to be making through this job was not also announced. It was not included in the job offer. But there were other requirements which were defined and specified in this situation. So first of all, there was a need to study or to hold a university degree, but this job offer did not specify if it was a translator's and interpretee's degree or not. There was a demand for an experience of at least a year, so 1 year experience. About the languages which were required in this specific situation, these were Spanish at a native level, bilingual or native, and then a high advanced level of English. Other requirements within this job offer, for example, being able to work with tools, being able to manage time. So this it's really closely related to the offer because it's for a project manager, a translation project manager, in fact, and be able to make quotations for clients. My second example, when it came to, it's also from InfoJobs. In this case, we're looking for a coordinator. The job that was being offered was a coordinator of also translation projects. This offer required, it was published for a position in Barcelona, and there was a minimum required experience of 2 years, and 46 people at the time when I checked this job offer were interested in this position as candidates. Now, which were the requirements? Well, here this other job position required a degree on translation and interpreting. English and Spanish were basic languages which were required as the key in order to obtain this job. A 2-year experience was necessary. Also, there was a need to demonstrate the capacity and the experience in managing different translation projects. And the use of CAT tools was essential as well for this job. And several skills and capacities regarding communication were expected, as well as proactive attitude and the capacity of concentration and cooperation, team working. To end, my third example it was quite interesting because there was no real location regarding where was this job offered, so it would probably be something to do a translator task to do at home, so some kind of let's say that localization in this case would not be important, so it doesn't matter if the job is not offered in Barcelona or maybe in Alicante, we don't know exactly where, and it was very specific. A specialized post for medical translation was being offered. So translators were searched from all over Spain, and most of the job offers which were being offered were concentrated in the main cities of the country. So this is in Madrid, in Barcelona, Valencia, Alicante. Very few job offers were also available, for example, within our autonomous community of Galicia. Now, continue then with... Yes. Oui. Donc voilà. Quel est le statut, quelle est la protection légale pour les traducteurs interprètes en Espagne? Bon, disons, c'est, comment dire, aucune. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire d'avoir un collège professionnel, d'appartenir à un collège professionnel. C'est-à-dire, c'est un métier absolument pas réglé du tout. Il suffit juste de s'inscrire, comme un collègue a déjà expliqué, pour la sécurité sociale à la section 744. 4, et puis voilà, c'est tout, non? Disons, payer les impôts, faire les déclarations, etc. Donc c'est libre de s'inscrire absolument. Même on peut ne pas avoir, même si voilà, les offres de travail demandent formation, traduction, interprétation, bien sûr c'est mieux, mais disons quand même il peut avoir.
des professionnels qui n'ont pas suivi des études de traduction-interprétation. La seule exception pour de l'exercice du métier réglé, c'est traduction-interprétation assermentée. À ce moment-là, il y a une législation pour pouvoir faire ces métiers. On a besoin de passer un examen qui est organisé par le ministère des Affaires étrangères, l'Union européenne de coopération. Donc voilà, donc c'est tarif libre, etc. Et il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger non plus. Et c'est ce qui est traducteur assermenté, interprète assermenté avec la traduction pour la justice. Parce que la traduction, selon les codes de la procédure criminelle et selon les codes de la procédure civile, pour traduire, interpréter auprès des tribunaux, ce n'est absolument pas obligatoire d'être traducteur ou interprète assermenté. C'est une situation assez paradoxale. Donc, je laisse encore une fois la parole à ma collègue pour parler de la traduction au sein des institutions. À ce qui touche à l'institution, on se demande s'il y aura quelques exigences ou comment devenir traducteur dans les institutions, au sein des institutions. Alors, on a déjà parlé, on a déjà dit que la diversité des tâches, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas la même chose faire une interprétation, par exemple, pour la police, qui travaillait pour le texte du protocole du ministère des Affaires étrangères. Alors, ça fait qu'on a cherché quelques offres d'emploi pour comparer quelles sont les exigences pour recruter, pour embaucher. Alors, on a cherché deux concours, une pour le Parlement galicien, avec le galicien comme langue de travail, et un autre pour le corps des traducteurs et interprètes de l'État, c'est-à-dire de l'Espagne. Et on voit là que si on fait une comparaison, que dans les premiers cas, l'exigence c'est avoir un degré, une licence universitaire, mais pas nécessairement en traduction-interprétation. Mais si on compare avec celle du Parlement, on trouve qu'il nous demande quelqu'un qui a une formation, un degré en philologie ou traducteur-interprète, c'est-à-dire qui a une formation spécifique. L'examen de l'État en Espagne peut avoir 5 preuves. Il y a des tests, des traductions à vue, des traductions sans dictionnaire, des traductions avec des dictionnaires pas électroniques. C'est-à-dire, ce sont des preuves complètement adaptées les besoins des médiations linguistiques, parce qu'on cherche quelqu'un qui peut s'adapter. Mais par contre, dans l'épreuve de l'examen du service de publication du Parlement de la Galice, on trouve que l'épreuve, au-delà de l'exposition d'un sujet technique, on trouve une révision d'une traduction automatique, c'est-à-dire c'est la post-édition qu'on travaille ou qu'on exige déjà dans ce cas. C'est vraiment très adapté à la circonstance de travail. Et on demande aussi la transcription de discours oral. Alors, c'est vraiment bien adapté. Alors, c'est-à-dire, pour finir, le type de preuve, peut-être, c'est pas possible de préparer généralement, c'est-à-dire, ça dépend des institutions, ça dépend du moment et ça dépend des besoins et qu'il faut préparer d'une façon ou d'une autre un examen. Pour terminer, il faut dire comment est-ce qu'on fait pour s'adapter aux besoins du marché, à part les universités, disons, n'ont pas cette capacité, disons, d'échanger tous les 2-3 ans leur cursus. Donc, ce qui est là, disons, la formation continue, la lifelong training. Donc, en Espagne, c'est normalement assuré par les associations professionnelles, bien soit au niveau de l'État, c'est-à-dire des associations pour tout l'État de l'Espagne, ou bien des associations professionnelles spécialisées, par exemple, pour la traduction médicale, traduction juridique, par exemple l'association des traducteurs de Galiciens, etc.
On voyait le panorama très, très, très large. J'espère que vous allez vous faire une idée de comment ça se passe en Espagne. Et merci bien de votre attention. Thank you. Thank you. Ouais.